Oui. En fait, on ne l'attendait pas. Du tout. On ne l'attendait pas. C'est-à-dire, il a fait une campagne assez discrète. Je sais qu'il est venu rencontrer ses compatriotes ici. Et puis, on a été étonné que ce soit lui qui a été élu. Au grand étonnement de ses rivaux. Alors, voilà. À quoi c'est dû? Quelle est sa stratégie? Surtout que c'était quelqu'un qui est assez discret. Discret. C'est vrai qu'en France, on dit tout travail mérite salaire. Hein, que quand on est payé, c'est pas un exploit, c'est normal. En Centrafrique, ce n'est pas normal. C'est-à-dire quand les gens sont payés tous les mois, on se dit mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Comment ça se fait et tout ça? Et une de ses qualités, ce qui a fait qu'il a été choisi, élu, c'est parce que quand il est arrivé en tant que Premier ministre de François Bozizé, il n'y a pas eu un seul arriéré de salaire. Alors, comment il a réussi cet exploit quand d'autres avant lui n'arrivaient pas, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, avant l'arrivée de Bozizé, il y avait déjà Kolimba et Patassé, qui avaient peut-être 40 mois d'arriéré de salaire. Lui, il vient, en tant que Premier ministre, on demande à Bozizé et à lui de faire oublier aux Centrafricains ses arriérés de salaire. Il se dit non, quand même, les gens ont travaillé. On peut trouver quelque chose afin de payer aux gens tous ces arriérés de salaire, du jamais arrivé avant. Donc les gens ils recevaient... Donc ça veut dire qu'il y avait de l'argent dans les caisses de l'État? Quelque part, pas forcément de l'État. Quelque part, il fallait chercher. J'aime bien le quelque part. Voilà. Donc quand il est arrivé, c'est-à-dire que les gens s'attendaient à être payés un salaire par mois, c'était 2 à 3 salaires. C'est-à-dire on leur payait leurs arriérés de salaire. Donc les gens appelaient ça 2 SIM, hein, comme les téléphones portables. Oui. Un téléphone a 2 SIM et il y a 3 SIM. Alors, les gens s'étonnent, mais ils payent. L'autre question, c'est justement comment les Centrafricains ont fait pendant toutes ces années pour vivre sans leur salaire. Parce que ça, c'est une question prégnante, tellement prégnante que même je ne m'abuse pas quand l'ancien président du Gabon, Feu Omar Bongo-Ondimba, payait les salaires des Centrafricains à une certaine époque. Même le président tchadien, à l'époque de Bozizé, ça se passait comme ça. Alors, bah oui, mais de toute façon, eux, ils ont toujours cherché leur intérêt, hein, que ce soit Bongo, même Sassou. Hein, il faut se rappeler que Sassou, lorsqu'il organisait les négociations de Nairobi, c'est que quelque part, il voulait aussi sa part du gâteau. Ce qui n'a pas forcément plu à Bongo, hein, aussi également, il faut le dire. Et Idriss Déby aussi voulait sa part du gâteau. Donc... Comment les Centrafricains faisaient pour vivre sans salaire? Comment on fait au quotidien quand on reste 40 mois sans être payé? Les gens ne vivaient pas, les gens survivaient. Les gens survivaient, ceux qui vivaient, peut-être qu'ils étaient dans le système, avec ces premiers ministres-là en question. Précisément Anicet Georges Tolo-Guelleh, qui était ministre des Finances, et ensuite Premier ministre. Donc ses proches étaient à l'abri, puisque lui, il n'y avait pas un seul d'arriéré de salaire, mais le peuple centrafricain survivait. Et ceux qui ne pouvaient pas survivre, ils mouraient tout simplement. Et les gens, ils ne sont pas dupes, les gens n'ont pas forcément la mémoire courte dans tout ce qui se passe. Et c'est un des points qui a fait que, arrivé aux élections de 2015, les gens se disent « Ah non, le candidat Touadéra, face à ce Premier ministre-là qui nous a torturés pendant des mois, on n'a pas changé de midi à 14h, on choisit Touadéra et pas Tolo-Guelleh. » Même si Tolo-Guelleh était... plébiscité, était le plus vu par les gens, ainsi que Mekassoua. Mais le président Touadéra, les gens ne le voyaient pas arriver parce que c'était juste, certes, ancien Premier ministre, mais un professeur, les gens disaient même pas pauvre, mais modeste, mais proche de la population, en fait. C'était un homme proche de la population, un homme que Bozizé lui-même a gardé pendant plus de 4 ans et demi. C'était, je crois, du jamais arrivé d'avoir un Premier ministre aussi calme, sous un président dictateur très méchant et qui a su le supporter, travailler avec lui et puis aider à payer tous ses arriérés de salaire. En tout cas, c'est un cas d'école quand même. Donc finalement, c'est grâce à l'apport du KNK qu'il avait été élu en 2015, du coup, grâce à... Le président Touadéra, non? Élu grâce au KNK. Alors... parce que Bozizé, il a fait partie des bonnes grâces justement de Bozizé en tant que Premier ministre. Mais est-ce que, selon toi, Bozizé a pu l'aider à être élu en 2015? Non, il a fait le contraire. Bozizé a plutôt demandé aux gens de voter pour Tolo-Guelleh. D'accord. Au contraire, il y a eu un accord. Le président Touadéra était candidat. Et les gens ont dit non, c'est pas normal, tu es du KNK, c'est-à-dire du parti de Bozizé. Il a dit, mais Bozizé est en exil. Tout comme le président Touadéra aussi était en exil. Mais si Bozizé se présente comme candidat, en toute humilité,
je me retire. Les gens disent, waouh, quelle humilité. Bozé n'a pas pu rentrer au pays pour se présenter comme candidat. Donc Touadéra, le candidat Touadéra est resté comme candidat face au KNK, face à Dologuélé et à plein d'autres. Et Bozé, de là où il était, il a envoyé un message demandant aux gens de plutôt voter pour Dologuélé et non pour... Donc déjà ça a choqué les gens. Oui. On trouvait qu'il a été ingrat envers son Premier ministre qui l'a beaucoup aidé à éponger des arriérés de salaire. Et les gens se sont rappelés que Dologuélé, à leur époque, il y a quand même eu, mes parents y compris, hein, plus de 24 mois, je crois, d'arriérés de salaire. Donc malgré sa campagne gigantesque, les gens disent non, on ne le prend pas, même s'il a été au second tour et bien battu par le président Touadéra, que je soutiens, évidemment. Oui. Alors, oui, parce que, excuse-moi, Jenny, mais parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit de couloir qui disaient que les gens ne comprenaient pas la position exacte de Bozizé, qui disait que voilà, en 2015, il a apporté son soutien à Touadéra et l'élection qui a eu lieu en 2020, il a apporté son soutien à Dologuélé. Non, voilà, à Dologuélé 2 fois. D'accord. Il y a eu des accords signés. C'est important en fait de souligner pour les auditeurs. À 2 reprises, l'adolescent il a soutenu le candidat Dologuélé, mais pas gratuitement, contre beaucoup de millions. C'est des centaines de millions de francs CFA. C'est pas un soutien gratuit. Alors la suite, est-ce que c'est pour quand les prochaines élections? Et est-ce que les Centrafricains sont prêts à... Est-ce qu'il est possible justement pour Touadéra, le président Touadéra, de se représenter? D'accord. Que prévoit la Constitution? Je voudrais d'abord rebondir sur une autre question. Parce qu'on pose beaucoup de questions en fait. Oui, tout à l'heure que j'ai loupé par rapport à la société civile et puis aux opposants et par rapport à la Russie. Hein. En fait, je sais pas pour être orgueilleuse, mais je suis fière que, en fait, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest, ou bien le Mali et le Burkina qui emboîtent le pas à la RCA, qui suivent l'exemple de la RCA par rapport aux instructeurs russes. Parce que la RCA c'est ce que je disais un peu commencé au début, oui. Et puis ils ont suivi. Sauf qu'il y a une masse qui est derrière ces pays-là, contrairement à nous. C'est pas que le peuple centrafricain ne suit pas le président Touadéra, sauf qu'il y a une opposition qui pourrit les gens et qui leur demande de chasser au contraire ces instructeurs russes parce qu'ils ne font pas mieux que les militaires français et qui ne font que piller le pays, ce qui est faux. C'est faux? Donc, non, c'est faux. Donc il n'y a pas de société civile vraiment comme il devait en avoir en RCA, parce qu'il y a plutôt une société civile qui est rebelle, qui combat le pouvoir actuel et qui même sur les réseaux sociaux ne fait qu'injurier, ne fait pas de la politique et qui encourage au contraire à la rébellion et au renversement du président Faustin Archange Touadéra. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent eux justement à faire ça? Parce que moi je ne comprends pas... c'est vrai que quand même il a apporté beaucoup de choses et comment j'arrive pas à comprendre en fait cette logique en fait de le chasser du pouvoir, de le chasser et de retomber dans le chaos, dans l'ancien système. Dans l'ancien système. Je pense que ce sont des pays puissants qui ont choisi comme territoire de combat la RCA, tout simplement. Donc c'est la France et la Russie qui se font une guerre sur le mauvais territoire, parce que nous sommes au milieu. Nous n'avons pas demandé à ce qu'ils viennent se battre, que ces deux pays-là viennent se battre sur notre territoire. Donc si la France et la Russie peuvent aller se battre ailleurs, nous, ça nous arrangerait parce que ça nous fait reculer. La Russie nous aide à chasser les mercenaires et on voit que la Russie, mais on ne voit pas le Rwanda ou bien le contingent gabonais, camerounais. On parle chaque fois que de Poutine. Non, il n'y a pas que les Rwandais, il n'y a pas que les Russes. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont dans la MINUSCA et qui travaillent correctement. Je ne sais pas pourquoi, c'est que l'image de Poutine que l'on voit, de Kagame et moi. Parce que je crois qu'il y a comme ils craignent un peu le président rwandais. Mais les Centrafricains, certains n'ont pas encore compris, mais la jeunesse a compris que nous ne pouvons pas aller de coup d'État en coup d'État. À un moment donné, il faut s'asseoir et il faut construire. Et le président Touadéra est un homme qui est très proche de la population, qui est très simple. En temps de guerre, il négocie avec les rebelles. Il les appelle, on se dit mais c'est pas qu'un président, en fait c'est le père de la nation qui appelle les rebelles ou bien qui prennent leurs appels, qui leur dit non, pensez au pays, arrêtez de tuer, ce n'est pas normal, et qui reçoit même le paysan, qui reçoit même le vendeur de chikwang au bord de la rue, qui reçoit pratiquement tout le monde. C'est-à-dire pendant son premier mandat, durant 5 ans, il n'a fait que recevoir les gens de toute touche, il n'a fait que négocier. On se dit en fait, pour certains, il a perdu
5 ans à négocier. Donc il n'est pas question que pendant son second mandat, qu'il continue de négocier. Est-ce qu'il a droit à un troisième mandat? D'après cette constitution sur laquelle il a porté serment, c'est 2 mandats. Il n'a pas droit à un troisième mandat et ça, je pense qu'il le sait. C'est un homme très intelligent. Est-ce qu'il va respecter cela? C'est un homme, je pense, je crois et je le vois, très respectueux des institutions et il va respecter cela, sauf si cela change, lui permettant de briguer un troisième mandat, ce que je ne sais pas s'il y pense, mais la population, tout comme moi, on commence quand même à y penser. Et alors, est-ce qu'il a, dans l'éventualité où il peut pas, ou qu'il n'a pas le temps de faire ce qu'il faut pour un troisième mandat, est-ce qu'il a pensé à travailler une relève en fait? Parce qu'en fait, moi, je trouve que des fois, il nous manque dans nos pays, c'est la relève. C'est-à-dire que quand par exemple on voit les pays occidentaux, que ce soit par exemple les États-Unis avec les partis démocrates et républicains, finalement, quel que soit le président qu'on met, finalement c'est toujours la même politique. C'est-à-dire qu'en fait il crée la relève. Qu'est-ce qui lui empêcherait, lui, d'avoir une relève, même si c'est pas toi derrière? Ou même de faire un troisième mandat, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de présidents qui ne respectent pas. Ah oui, d'accord, oui, tout à fait, mais qui prépare une relève aussi, peut-être une relève qui sera capable de faire exactement ce que lui aurait fait s'il avait été au pouvoir. Après, je ne peux pas réfléchir à sa place, je n'ai pas encore une boule de cristal pour voir ce qui se passe, mais ce que je peux dire, c'est que parfois, vous voyez, dans des pays, je sais pas, occidentaux, le dauphin, ou bien la relève est visible, vous voyez la personne est à côté, quand le président se déplace, la relève et tout, est jamais loin. Le président Touadéra, je pourrais dire qu'un de ses surnoms, moi je dirais que c'est Monsieur Surprenant. C'est un monsieur qui est très serein. Parfois vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis hop, il vous surprend comme ça. Ça se trouve, la relève est quelque part, on ne sait pas. On ne voit pas, parce que si la relève se présente maintenant, elle pourrait être abattue, elle pourrait être discréditée. Moi, je pense qu'il pourrait nous surprendre, ou bien si la nouvelle constitution que nous pensons à réécrire lui permet un troisième mandat, lui, il peut dire non, mais le peuple réclame parce qu'il a quand même été, excusez-moi le terme, emmerdé par des opposants qui sont pas des patriotes pendant 5 bonnes années. Donc on a l'impression qu'il a fait qu'un seul mandat jusqu'aujourd'hui, bien qu'il soit au deuxième. Oui. Alors c'est vrai aussi qu'il y a une chose à rajouter et qu'il faut peut-être dire à ces rebelles, c'est que ce qui fait la différence aussi avec la Centrafrique, c'est que dans les pays du Mali, que ce soit la Guinée ou le Burkina Faso, les putschistes, entre guillemets, ou la transition sont énormément soutenus par la société civile, ou en tout cas par leur population. Et c'est ça qui fait toute la différence. Tout à fait. Donc, chez nous, c'est le contraire. Hein. Voilà. Ah non, c'est le contraire. Les opposants, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. C'est là qu'on voit un pouvoir civil, un pouvoir militaire, que les Occidentaux, les médias occidentaux qualifient de junte. C'est ça. Normalement, il a droit qu'à deux mandats. Alors justement, je pose la question aux Centrafricains qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que M. Touadéra devrait changer la Constitution pour un troisième mandat? Alors ça sera un cas d'école parce que pour le cas de la Côte d'Ivoire, peut-être au Sénégal, M. Macky Sall va se représenter alors que ce n'est pas prévu dans la Constitution. Mais c'est quand même assez, on va dire, assez épique l'histoire africaine parce que finalement, pour le cas du Centrafrique, on a un président normal. Bon, peut-être que je fais référence à un autre président français, mais on a un président qui est humble, qui a fait quand même des exploits, qui est proche de la population, qui va respecter donc les 2 mandats, alors qu'en fait, les populations ont peut-être besoin qu'il fasse un troisième mandat. C'est paradoxal. Et puis dans d'autres pays, où on se rend compte que le président est autocrate, qui n'a pas forcément répondu aux attentes des populations, il va forcer la Constitution. Comment vous analysez ça, vous? Déjà, moi, ce que je trouve, c'est que, bon, déjà, le modèle, là, enfin, c'est vrai que le modèle Constitution, c'est vrai on s'est beaucoup calqué sur l'Occident, donc c'est vrai que pourquoi 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, bon, ça, ça peut être débattu. C'est-à-dire que trouver un système qui nous convienne, en fait. Moi, c'est ça que je voulais dire. C'est un autre chantier. C'est un autre chantier, voilà. Non, mais enfin, pour compléter, je pense qu'il faut prendre en compte en fait les réalités du pays.
Voilà. Donc après, il y a... Là, pour le cas de la République centrafricaine, il y a un référendum donc, qui va avoir lieu pour valider en fait la réécriture de la Constitution. Ce sera pas la première fois parce que le 13 novembre 2015, il y avait déjà eu un vote, il y a déjà eu un référendum qui a été voté oui, d'ailleurs, pour une nouvelle Constitution. Donc là, je pense que la population centrafricaine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aujourd'hui, elle est quand même mature. Il m'arrive de temps en temps de regarder même ce que dit en fait la jeunesse, même dans l'opposition. Il y a des choses très très intéressantes. C'est voilà. Le problème là que je vais évoquer, il n'est pas propre uniquement à la République centrafricaine, mais à toute l'Afrique. On a souvent tendance nous à copier ce qu'il y a de mauvais chez les autres. C'est-à-dire que ici en France, quand je prends le cas de l'Occident. De façon générale, bon, là je vais parler de la France en particulier, c'est-à-dire même les opposants peuvent discuter de façon démocratique. Voilà, ça sera un débat d'idées. Mais en République centrafricaine, comme dans d'autres pays en Afrique malheureusement, c'est par les armes. Alors que c'est pas la solution, justement. Et je pense qu'il est intéressant de regarder en fait dans le sens commun. Alors même, on a le droit de ne pas être d'accord avec le président Touadéra, c'est le principe même de la démocratie. Mais on doit être force de proposition en faisant justement, en faisant des projets, des propositions de loi. Il y a des députés qui sont pour ça. D'ailleurs, il va y avoir aussi des élections municipales en Centrafrique, qui sera une première depuis à peu près 30 ans, 1990. Donc voilà, il y a des choses qui se passent. Mais maintenant, je pense que la population, en tout cas, voilà, pour faire référence à ce que tu disais par rapport à la société civile, elle doit davantage s'appliquer et puis même se retrouver, échanger, ne pas hésiter sur le tronc. Alors, la diaspora, est-ce qu'elle s'implique, la diaspora centrafricaine? Je voudrais vraiment rebondir déjà sur la Constitution et un troisième mandat. Moi, je refuse que l'on colle cette histoire de troisième mandat à la réécriture de la Constitution. Si le peuple a demandé à ce qu'elle soit réécrite, c'est pas par rapport à un troisième mandat. Là, c'est le seul argument que les opposants ont trouvé pour berner la population avec, mais ce n'est pas pour ces raisons-là. Il y a de multiples raisons que beaucoup connaissent déjà. Après, la société civile, la diaspora, est pour cette réécriture en question. Le président Touadéra peut nous surprendre et dire que non, j'ai fait 2 mandats, je pense que j'ai assez fait, je me retire. Au lieu de partir en exil comme plusieurs, je connais l'effet de l'exil, j'ai été moi-même exilé, lui c'est ce qu'il dira, je pense, peut-être il préfère s'arrêter là, à 2 mandats, et rester en RCA, ce qui est très rare. La plupart des présidents, ils partent toujours en courant. Et se dire que je reste et que j'ai confiance en la relève, ça peut être quelqu'un de son parti, mais que les choses puissent se passer correctement. Merci Philémon Maripoto Ramadan, merci à vous, mes chers experts.